Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Parmi tous les États de la planète, la République populaire démocratique de Corée est sans doute le plus hermétique, le plus mystérieux, le plus réfractaire aux pressions internationales. Et sous la direction de son maréchal président Kim Jong-un, elle poursuit contre vents et marées le développement de sa bombe atomique. Rien que pour l'année 2016, 2 essais nucléaires ont été réalisés et 24 tirs de missiles, au demeurant plus ou moins réussis. Avec le dossier de la Corée du Nord, Donald Trump se confronte à sa première grande crise internationale. La Corée du Nord représente un problème majeur, absolument majeur, insiste le nouveau président, et il ajoute, au besoin, nous agirons seuls pour régler la question. Seul suppose que l'Amérique n'exclut pas de déclencher unilatéralement une guerre sans attendre une possible médiation de la Chine, laquelle assure la survie économique du régime nord-coréen. Géopolitis reçoit aujourd'hui un reporter. Il s'est rendu 3 fois en Corée du Nord, cet étrange pays qui perpétue une dynastie communiste unique au monde et qui détient l'arme nucléaire. Kim Il-sung, c'est le père fondateur du régime nord-coréen. Propulsé au pouvoir par les soviétiques après la Seconde Guerre mondiale, il met sur pied l'armée populaire de Corée. Dès 1948 se met en place un régime stalinien avec tous les attributs d'une dictature autoritaire. La guerre de Corée éclate en 1950. Le Nord, appuyé par la Chine et l'URSS, envahit le Sud, lui soutenu par les États-Unis. Un bilan de 2 millions de morts parmi les civils selon plusieurs estimations, entre 1,5 million et 2 millions de morts parmi les soldats, dont plus de 200 000 Chinois et plus de 30 000 Américains. Depuis l'armistice conclu en 1953, une zone démilitarisée, la DMZ, sépare toujours la péninsule de Corée. Kim Il-sung meurt en 1994, après 46 ans au pouvoir. Fière, la présentatrice annonce au peuple coréen cette réalisation historique. Le 9 octobre 2006, Kim Jong-il, le grand leader, entre dans l'histoire au mépris des mises en garde de la communauté internationale. Vu de l'étranger, il est décrit tantôt comme un fou, dictateur imprévisible, irrationnel, tyran impitoyable. Vu de Corée du Nord, leur commandant suprême, quasi idolâtré. Derrière ces défilés d'apparat, une terrible famine touche le pays tout entier au milieu des années 90. Entre 1,5 million et 2 millions de morts selon différentes estimations. Pyongyang, le 15 avril, une cadence au millimètre. Le rituel semble immuable depuis 7 décennies. Au balcon, Kim Jong-un, digne héritier de la lignée. Kim Jong-un avait 27 ans lorsqu'il succède à son père décédé en 2011. Il renforce son pouvoir sur le parti, sur l'armée et entend bien montrer sa toute-puissance. En 2013, il fait exécuter son oncle pour traîtrise. D'autres décès mystérieux dans son entourage, tout récemment celui de son demi-frère Kim Jong-nam, empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpur. On estime à plus d'1 million le nombre de soldats nord-coréens prêts à défendre la patrie, voire attaquer l'ennemi sud-coréen. Bonjour Marc. Bonjour. On va bien sûr évoquer ce nouveau bras de fer entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais vous êtes allé 3 fois en Corée du Nord. Qu'est-ce qu'on voit en arrivant à Pyongyang, la capitale? Alors, c'est une capitale qui fait fantasmer énormément. Tout journaliste qui débarque s'attend à voir des femmes policières qui règlent une circulation inexistante. Et puis, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des voitures, il y a du trafic, il y a des bouchons aux heures de pointe. Donc ça, c'est surprenant. Autre chose qui surprend, c'est toute la construction, les gratte-ciel. On est presque à Dubaï. On se dit, mais d'où vient la propagande? Est-ce qu'elle est occidentale ou est-ce qu'elle est dans le régime? On nous montre que ce qu'on veut bien nous montrer.
Il y a des pizzerias, il y a des bars. Bien sûr, on n'est pas dans du Manhattan. Il y a une jeunesse avec des téléphones portables. Il y a une jeunesse. Aujourd'hui, on a 3 millions de téléphones portables en Corée du Nord. Alors, ils communiquent qu'avec l'intérieur du pays, c'est important de le préciser. Pareil pour Internet, c'est limité Absolument, au pays. c'est limité. Et puis pour les étrangers, c'est le phénomène inverse. Ça veut dire que vous avez le droit d'avoir un téléphone portable, mais ils communiquent qu'avec l'étranger. Donc tout est bien sûr contrôlé, mais il y a un développement économique qu'on ne peut pas nier. Est-ce que ça s'observe aussi, ce développement, cette modernisation économique dans les campagnes ? Alors la campagne, c'est pas du tout le portrait craché de la capitale. La capitale, elle est réservée à 2 millions de personnes. C'est des gens qui sont fidèles au régime, les plus fidèles au régime. On les remercie ainsi en pouvant habiter dans la capitale. Dans la campagne, c'est autre chose. Quand vous baladez, moi j'ai eu la chance d'aller vraiment de l'ouest du pays jusqu'à l'est, jusqu'à la mer. Vous croisez régulièrement des camions qui fonctionnent au charbon, donc des moteurs qui fonctionnent au charbon, qui dégagent une poussière immense, interdiction de les filmer en l'occurrence. Donc là, on réalise on se développe pas au même rythme que la capitale. Mais cela dit, dans les villes de moyenne importance, on commence à trouver des embryons de marché, donc d'économie de marché, des gens privés qui vendent leurs marchandises. Et ça, aujourd'hui, c'est entre 20, les experts sont pas tout à fait d'accord, mais c'est entre 20% et 50% du PIB qui est produit par l'économie privée ou semi-privée. Donc ce pays, contrairement à ce qu'on pensait encore il y a quelques années, ce pays n'est pas à genoux, le régime n'est pas à genoux. Non, il n'est pas à genoux. Il était à genoux pendant la famine, donc dans les années 90. Là, il y a eu vraiment un risque. Il y a eu énormément de gens qui sont morts, environ 2 millions de personnes. Et puis, il y a eu un risque de soulèvement de la population. Et là, le gouvernement n'a pas eu le choix. Il a dû ouvrir les vannes économiques. Et c'est de là qu'est né, finalement, cet embryon d'économie de marché. Il l'appelle l'économie à la sauce nord-coréenne, mais c'est réellement une économie de marché. Et puis, elle a pris de l'ampleur parce que le pays était à court de devises. Ils avaient besoin aussi de revenus. Il y a très peu de matières premières dans le pays. Donc, ils avaient besoin à la fois des devises et puis de pouvoir taxer quelque chose. Et ce qui marche bien en ce moment, c'est le commerce avec la Chine, avec d'autres pays. Alors justement, comment il se finance, le régime nord-coréen ? Il a très peu, comme je disais, il a très peu de matières premières. Vous avez du charbon, vous avez du ginseng. Vendu pour l'essentiel à la Chine. Exactement. Puis ça, c'est des armes vendues à quelques pays comme la Syrie, quelques pays africains, on le sait. On pense. Parce que personnellement, j'ai pas vu les preuves, mais c'est effectivement ce qu'on suppute. Non, l'argent vient principalement de ce commerce. Donc, on taxe ces entrepreneurs nord-coréens. Si vous arrivez à l'aéroport, par exemple, vous avez beaucoup de personnes qui arrivent avec des téléviseurs sous le bras. Ça paraît fou. Et ils passent la douane sans aucun problème. À la frontière, vous avez aussi beaucoup de petits échanges qui se font. À la frontière avec la Chine. Avec la Chine, oui. Donc, c'est des visas qui sont accordés par le gouvernement. Donc, c'est une économie qui est tolérée, qui est encouragée justement pour ramener ces devises. Et ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a, nous, de la Corée du Nord, qui est complètement fermée. Donc, la Chine commerce beaucoup avec la Corée du Nord. Pourtant, elle vote les sanctions aux Nations Unies, mais elle les applique de manière plutôt light, dirons-nous. Oui, en gros, la Corée du Nord, c'est un tampon. C'est vraiment un coussin, si vous voulez, entre le sud de la Corée, qui est bien sûr soutenu par l'Amérique, et puis la frontière chinoise. Donc les Chinois, ils s'étaient engagés dans la guerre de 50-53 pour éviter que les Américains arrivent à leurs frontières. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Ils veulent ce coussin de sécurité. Ils veulent que la Corée du Nord continue d'exister. Donc d'un côté, ils vont tout faire pour qu'elle puisse subsister. Et puis de l'autre, ils sont bien conscients que d'avoir un voisin nucléaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors Marc, avant d'aller plus loin, on va voir un extrait de votre reportage. En 2013, vous avez obtenu l'autorisation de filmer sur un gigantesque chantier dans les montagnes à 200 km de la capitale Pyongyang, la construction d'un domaine de ski, fantasme du grand dirigeant Kim Jong-un. Avec ses hôtels et ses héliports, le camarade Kim Jong-un a vu grand. Pour admirer la taille du domaine, le lieutenant-colonel propose une visite au sommet des pistes. C'est la toute première fois qu'il sort le tapis rouge et son 4x4 pour un journaliste étranger. Au sommet, le rêve du dirigeant prend une toute autre tournure. Ceci ressemble à un gigantesque camp de travail, mais les travailleurs sont ici des militaires, 8000 soldats en tout. Vous devriez d'abord faire les travaux de préparation et ensuite commencer à creuser, pas l'inverse. Ça ne sert à rien de creuser d'abord et de réfléchir ensuite. Des soldats étroitement encadrés. Comme partout en Corée du Nord, c'est l'armée qui construit le pays, des écoles jusqu'aux pistes de ski. Là-bas, il va falloir surélever la piste. Et puis l'arbre là-bas, tu le vois? Arrache-le. Il faut qu'on fasse de la place pour qu'on ait la vue. Les travaux ont débuté il y a 1 an à peine. Une course contre la montre.
tout doit être fini avant l'arrivée de la neige. Ainsi en a décidé Kim Jong-un. Nous avons juré de finir la construction d'ici le jour anniversaire de la création du parti. Et nous tiendrons cette promesse. Nous ferons rapport au commandant suprême quand cela sera fini. Alors Marc, promesse tenue, hein, ils y sont arrivés, la station a été inaugurée durant l'hiver qui a suivi votre reportage, et puis on vient d'entendre ces paroles hallucinantes pour nous de ce soldat travailleur. Alors, paroles sincères ou mise en scène pour une caméra occidentale? Alors, c'est une question que je reçois souvent. C'est très compliqué de savoir effectivement qui a été endoctriné uniquement et puis qui c'est qui parle avec son cœur. C'est toujours un mélange des deux. Mais ce qu'on a tendance à sous-estimer en Occident, c'est qu'il n'y a pas que du théâtre. Il y a une grande fierté, et le dirigeant nord-coréen joue énormément là-dessus, d'être coréen. Au sud aussi, les Sud-Coréens sont très fiers d'être coréens. Au nord, c'est exacerbé. Et puis, les jeux, le pain, donc il voit très bien le peuple qui est en train de bénéficier un petit peu plus d'ouverture qu'avant, donc il est prêt à suivre ce dirigeant. Pas mécaniquement, mais vraiment à voir est-ce qu'il va leur proposer quelque chose de sustainable sur le long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, il y a une partie de la population qui est réellement derrière le leader. Maintenant, c'est une courte période, c'est une courte fenêtre. Est-ce que ça va durer longtemps, cette lune de miel ou pas? À voir. Fierté aussi pour ce peuple de posséder l'arme nucléaire, hein, pour résister à tous les ennemis, à commencer par les Américains et les Sud-Coréens. Comment expliquer cette surenchère actuelle du régime nord-coréen? Pour eux, c'est pas une surenchère. C'est vraiment, c'est les seuls finalement entre l'Amérique et la Corée du Nord à être clairs. Ils veulent l'arme atomique, ils le crient haut et fort. Et depuis les préparatifs jusqu'au premier essai en 2006, comme vous disiez au début du reportage, ils n'ont pas démordu de cette ligne de conduite. Donc pour eux, c'est un parapluie. Ils ne veulent pas le terminer comme l'Irak, qui n'avait pas d'armes nucléaires pour se défendre. Ils ne veulent pas non plus avoir le même destin que la Libye. Ils savent que s'ils veulent un jour tenir tête aux États-Unis, il leur faut l'arme nucléaire. Et puis en face, il y a Donald Trump maintenant. Fini la stratégie de la patience à l'égard de la Corée du Nord. Est-ce que les États-Unis sont directement menacés par l'arsenal nucléaire nord-coréen? Alors oui, vous avez deux choses. Vous avez la base d'Okinawa, donc au Japon. Les Américains sont à portée de missiles. Ça, ils maîtrisent déjà cette protection à distance. Puis vous avez Séoul, qui est à 50 km de la frontière nord-coréenne. Donc là, c'est évident que le parapluie que les Américains ont mis en place ne pourra pas tout filtrer. Donc ça peut très vite faire une escalade. Et c'est certainement la raison pour laquelle même Trump, s'il est imprévisible, reste extrêmement prudent. Puis comment voyez-vous la suite de cette crise? Escalade ou détente? C'est une question à $1000 et beaucoup de vies qui en dépendent. Il y a deux signes. Il y a un côté très, très rassurant. Vous avez le côté sud-coréen aujourd'hui qui vient d'élire un président qui est beaucoup plus enclin à essayer de tendre la main à son voisin nord-coréen. Donc c'est la politique du rayon de soleil. Donc ça va plutôt apaiser les choses. Maintenant, ils vont procéder très, très probablement à un 6e essai nucléaire. Et là, ça va être un peu... Est-ce que Trump a la gâchette facile, le président Trump a la gâchette facile ou pas? S'il décide de répondre avec autre chose que des sanctions, là, on peut aller dans une escalade. Donc on est vraiment 50-50. Merci Marc de votre analyse, de votre expérience, et puis à bientôt. Merci. Merci à vous. Pour préparer cette émission, nous nous sommes plongés dans ce livre, Corée du Nord en 100 questions, par Dorian Malovic et Juliette Morillo, un ouvrage récent, complet, très bien documenté, paru en 2016 chez Talendier. En 1985-86, voici plus de 30 ans, une équipe du magazine Temps Présent avait pu se rendre au pays du grand leader Kim Il-sung. C'est un reportage rare pour l'époque qui vaut la peine d'être revu dans les riches archives de la RTS. C'est intitulé « La Corée du Nord, un paradis pour tous ». Enfin, je vous invite à retrouver le magazine monumental de nos amis de la radio-télévision suisse, 2 épisodes en mars 2017, avec les auteurs d'un livre intitulé « Corée du Nord, plongée au cœur d'un État totalitaire » aux éditions du Chêne. Cette édition de Géopolitis et toutes les autres sont visibles sur notre page internet geopolitis.ch. Merci de votre fidélité, une belle semaine à vous tous sur la RTS et TV5 Monde. À bientôt.